Voilà, vive la Côte d'Ivoire. Bienvenue donc à notre émission Beat Back. Bring the Ivorian Dream back again. Voilà. Alors aujourd'hui, on parlera donc, on va analyser donc le discours de Cheikh Tidiane Thiam. Nous profitons pour dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans les 4 coins du monde. Alors, on essaiera donc d'avoir une émission courte, mais ça sera un peu difficile, compte tenu donc de l'abondance de l'actualité et de la densité même, et de la profondeur donc du discours du président donc du PDCI-ADA. C'est le nouveau paradigme. Nous sommes dans une situation où un vieux qui est en train donc qui ne veut pas partir, un vieux qui est devenu gaga, vous comprenez, supporté par ces militants moutons qui sont tellement habitués à l'opulence, à la facilité, voilà, qui ne veulent pas compétir avec les autres. Ils veulent toujours être dans un régime où le favoritisme est la chose la mieux partagée, où le régionalisme est la chose la mieux qu'ils partagent mieux. Ils ne veulent pas du tout compétir. Ils ne veulent pas un régime de compétition où à un boulot on peut certainement voir Ibrahim, Célestin, Eugénie et compétir. Non, ils veulent un régime où on a e-employment RHDP, où les militants du RDR devenus RHDP sont au-dessus de nous. Ils en ont profité pendant 15 ans. Ils sont assis, ils ont grossi. Ils ne veulent pas partir. Ah non, c'est trop doux. Laissez ce pouvoir-là, nous irons en exil. Toi là en exil où? Toi là en exil où? Au temps des autres régimes, vous avez vu beaucoup de personnes en exil. Certes, il y avait d'exilés. Mais selon, c'est vous, après vous, que les gens ivoiriens sont allés réellement en exil. Donc on va analyser donc ce discours de Cheikh Tidiane Thiam et donner réellement notre point de vue. Il y a des mots forts. Il y a donc la teneur donc, du discours. Un discours de fermeté. Juste à l'heure avant de venir à l'émission, je crois que j'avais vu un posting de quelqu'un qui disait... c'est quoi il s'appelle? Je crois que c'est ça. C'est un DA, c'est ça. Il dit voilà, qui n'a pas confiance en Thiam qui travaille pour la France. Vous savez, c'est le problème qu'on a avec les Africains, les Ivoiriens. Parce que le problème, on ne pousse pas le plus souvent la réflexion loin. On se laisse sur des petites choses et puis on analyse les gens. On colle des étiquettes aux gens. Avez-vous réellement pris la peine de suivre le parcours de Cheikh Tidiane Thiam? Avez-vous pris la peine d'écouter quand il parle? Quand il parle de racisme, Thiam a été clair que s'il restait en France, il n'allait pas être Thiam. Il n'allait même pas pouvoir s'en sortir ou même être un grand commis même d'un bureau. Il a fallu qu'il quitte la France pour aller en Angleterre pour devenir qui il est. C'est quelqu'un qui a vécu. Imaginez-vous le seul noir, pour ne pas dire l'un des non seuls noirs, au milieu de tous ces blancs asiatiques qui commandent le monde. Parce que ceux qui ne le savent pas, Thiam fait partie des 100 personnes consultées au monde pour les grands problèmes de développement et autres. Vous comprenez? Il a vu, il sait comment les régimes fonctionnent. Thiam que vous voyez là, je vous le dis, ladies and gentlemen, what you see is what you get. Il est bien sûr, il a la nationalité française. Cela ne veut pas dire forcément qu'il va vendre la Côte d'Ivoire à la France. Emmanuel Macron a dit quelque chose qui est assez important et les Ivoiriens n'ont pas fait attention, les Africains. Il dit, moi je suis Emmanuel Macron. Je vais pour défendre l'intérêt de la France. Je suis en face de moi des vieux gagas qui, eux, pensent leur temps conserver le pouvoir, donc ils sont prêts à vendre leur pays pour conserver le pouvoir. Vous voulez que je fasse quoi? Je répète ce que Emmanuel Macron a dit. Il dit, moi, je suis le président de la France. Je défends les intérêts de la France. Et quand j'ai en face de moi, je veux discuter avec les gens qui dépendent aussi l'intérêt de leur pays, tout en nous accordant certainement des faveurs, c'est clair. Mais il a en face de lui des vieux gagas qui, eux, ils pensent à conserver le pouvoir. Vous comprenez? C'est des gens qui veulent parler à des élections, ils veulent conserver le pouvoir. Donc ils sont en train de dire, Emmanuel Macron disait, si moi je suis au pouvoir, là, l'écho, là, je vais tout faire pour tuer l'écho. On va toujours arrimer l'écho à l'écho, vous comprenez? Ou bien, l'AES, là, je vais tout faire pour détruire l'AES pour vous. Voilà ces gens de présidents qui sont là. Mais vous voulez qu'Emmanuel Macron fasse quoi? Vous voyez Thiam qui est là, c'est lui qui a rendu des services à Emmanuel Macron. Il ne sera pas intimidé par Macron, puisqu'il était au-dessus de lui. Il ne sera pas intimidé par Macron.
Il ne vendra jamais la Côte d'Ivoire, le pays de Fauboyant, le pays de son grand-père. Souvenez-vous ce que le président Fauboyant a dit, le gentleman. Il dit, dans 20 ans, 30 ans, dans 40 ans, nos jeunes viendront compétir avec vous. Et en ce moment-là, il n'aura pas à tirer un coup de fusil. Le moment arrivé. Je ne vous demande pas forcément d'avoir confiance en ce que je suis en train de dire. Mais sur cas avancé, quelqu'un qui veut être président, mais suivez son parcours quand même, cherchez à le connaître. Avant de le juger, vous restez sur des petites choses que nos amis d'hier devenus RHTP vous disent au moins dans leur forum, et vous prenez, vous courez avec. Voilà pourquoi nous avons de faux dirigeants, parce qu'on n'a pas le temps nécessaire de faire nous-mêmes notre homework. Notre homework, allez-y chercher. Vous êtes allé à l'école, Google est là. Il y a AI même qui est là. Vous tapez pour tiam. Son point de vue sutant. Voilà pourquoi nos amis ne veulent pas du tout, chers amis, qu'il y ait donc une longue élection. M. Ouattara a fait durer le plaisir pour lui, il veut une élection courte. Comme ça, vous et moi, on n'a pas le temps de discuter des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Ils vont nous amener encore des problèmes d'ivoirité. Ils vont nous amener des problèmes de la nationalité des Tiam. Jusqu'on va discuter, on n'aura pas réellement le temps de discuter des vrais problèmes. M. Ouattara ne fera pas un débat avec quelqu'un parce que pour lui, il est tellement grand, il est au-dessus de tout le monde. Comprenez? Donc, il ne nous dira pas ce qu'il fera pendant les 5 ans à venir. Il viendra dire, je considère pas les pays, ceci, on n'a pas. Vous savez, le problème que nous avons en Afrique, là, dans les pays développés, surtout aux États-Unis, une élection, c'est l'avenir. Vous comprenez? Quand on parle d'élection, là, c'est l'avenir. Qu'est-ce que tu feras? Même le présent même ne compte pas. C'est l'avenir. Mais en Afrique, une élection, c'est le passé. On ne parle même pas du présent, c'est le passé. Voilà pourquoi nous avons de faux dirigeants. Et puis le plus souvent, ils n'arrivent pas du tout à nous satisfaire parce qu'on a passé tout notre temps à parler du passé. Au lieu de parler donc du présent. Au lieu de nous focaliser réellement sur l'homme. Au lieu de nous focaliser réellement sur ce qu'il peut apporter. Son parcours. Pas par rapport à ce que quelqu'un me dit. Mais par rapport à ce que moi-même je suis allé voir. Moi-même je suis allé certainement analyser. Voilà le problème que nous avons. Ce que je vous demande, cher ami, créer des conditions pour qu'il y ait un débat. M. Thiam n'attend que ça. Un vrai débat. Chaque chose en son temps. C'est un monsieur qui est très méthodique et très calculé. Chaque chose en son temps. Le moment viendra où les grands débats là, vous êtes prêts, il vous dira son point de vue sur l'éco, son point de vue sur la colonisation, son point de vue sur temps. M. Thiam a les solutions par rapport à ça. D'ailleurs, son livre sortira bientôt. Il a des solutions. Il était au cœur du système mondial. Il était au cœur du système mondial, ladies and gentlemen. Il maîtrise ce système mondial. Il connaît comment faire des plans pour amener les grandes puissances de ce pays-là à discuter avec nous. Mais ce que Thiam ne fera pas là, Thiam n'ira pas en guerre contre la France. Celui qui veut voir un président Thiam aller en guerre contre la France, Thiam ne le fera pas. Mais ce qu'il ne fera pas non plus là, il ne vendra pas la France à la Côte d'Ivoire à la France. Il dira au président français, écoutez, vous êtes nos grands-parents, entre guillemets, hein, vous êtes nos colons, machin, tout ça. Le contrat, nous sommes prêts à vous accorder donc la majeure partie de nos contrats. Mais en condition, il faudrait qu'il y ait donc des contrats gagnant-gagnant. Qu'est-ce que la France gagne? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne? Et encore, la Côte d'Ivoire doit un peu plus gagner que la France, dans la mesure où ceci et cela, c'est ce que Thiam fera. Mais il ne viendra pas bander les muscles. Je vais prendre les armes pour aller contre la France. Tu peux faire un combat contre la France? Une grande puissance, là, au moment où toi qui es en train de tirer les flèches, lui, il a les canons. Tu peux aller en combat et puis gagner ce combat-là. Le combat, c'est l'intelligence. Vous comprenez? Connaître l'adversaire en face. C'est ce combat-là que Thiam fera. Donc, n'écoutez pas nos amis du RDR devenir RHTP qui certainement nous amènent dans des situations. Nous ne voulons plus de France. Comment on peut venir s'asseoir, on ne veut plus de France? Ça ne veut rien dire. Le fait même de le dire, ça veut dire que vous êtes radical. Qu'on le veuille ou pas, la France en a profité de l'Afrique. L'Afrique a un tout petit profité aussi de la France. Vous comprenez? Et dans des deals, on ne garde pas quelqu'un. On regarde nos intérêts. Si la France peut nous apporter
peut accepter de revoir ses contrats et nous apporter une meilleure plus-value, mais on discute avec la France. Mais si on regarde que la France ne peut pas, on discute avec nos partenaires, mais on ne peut pas aller déjà dire on est contre la France, on ne veut plus la France. Non, c'est un faux combat. C'est un faux combat. Et le dire sincèrement, ça ne fait pas bien. Ce qu'on dirait réellement, comme le président Thiam le dit, je suis pro Côte d'Ivoire. Ça veut tout dire. Je suis pro Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Je suis pro Côte d'Ivoire. And you have nothing to say about that. Je suis pro Côte d'Ivoire. Ça dit, tout ce que je ferai, ça sera l'intérêt supérieur donc de la Côte d'Ivoire avant toute chose. C'est tout. Bon, excusez-moi, je crois que mon ami d'ALP m'a mêlé un peu partout. Il dit quoi? Vous mélangez tout. Alors, on mélange quoi? Vous dites qu'on ne veut pas de la France. Je vous réponds, vous dites on mélange. Alors, je préfère ne plus engager le débat avec vous. Alors, j'avance. Alors, analyse donc du discours donc, de M. Thiam. Vous l'avez suivi tout à l'heure. Il avait donc, on va décrypter en direct l'analyse donc du discours. Ce que j'en pense. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, ce discours n'est pas donc un discours donc des fêtes comme les autres. Il dit non, aujourd'hui, donc l'orateur ne veut pas donc juste parler d'histoire ou de réussite. En début, c'est ce qu'il a dit. Il n'est pas venu donc pour parler de l'histoire, vous savez, notre pays avait saisi, notre pays avait cela. Non, c'était un discours direct par rapport à ce qui se passe. Il tire donc la sonnette d'alarme. La Côte d'Ivoire est en danger à 3 mois donc des élections présidentielles, disons à 2 mois et demi maintenant. Il commence donc par une marche forte. Et il dit chèrement, il répète qu'est-ce qu'il a dit. Il dit voilà, il dit quand la maison commune est en danger, voilà, quand la maison commune est en danger, il n'est point au moment donc de discuter donc de la taille donc des fenêtres. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire est en danger qu'on le veuille ou pas. Ceux qui vous disent que c'est sûr, non. Nous sommes à la traversée donc voilà, du désert. La traduction qu'on peut faire au moins de ce message du Thiam, les problèmes graves passent avant tout le reste. Nous avons des problèmes graves. Ensuite, il rappelle l'héritage du président Houphouët-Boigny. Et il le dit clair. C'est la patience. C'est le consensus. La paix par le dialogue. C'était dans le pays où on réglait, comme on le dit, donc nos conflits autour d'une table. Pas avec donc des armes, ni des menaces, ni des injures, des condamnations, des intimidations, bandés de muscles. On en a fini avec ça. Puis il regarde donc la situation actuelle et il parle sans détour. Exclusion donc des candidats, arrestation, intimidation, division donc ethnique. Il s'adresse directement sûrement à ceux qui sont responsables et leur lance un message très fort. Arrêtez, arrêtez. Et c'est un cri, presque on peut dire, un supplice au nom du peuple, au nom donc de la paix. Il est en train de dire à ceux qui sont en face, ayez Sabari, ayez Sabarissa, ayez pitié donc du peuple. Comme le disait Bernard Bourgi, le sang a trop coulé dans ce pays. Il s'appuie ensuite, cher ami, donc sur une voix, sur donc des voix, j'allais dire, la voix donc des religieux, des catholiques protestants, qui disent, cher ami, en substance, la même chose. Comme ils disent, donc, une élection ouverte à tous, honnête et pacifique. Une élection ouverte à tous et honnête et pacifique. C'est ce que le RDR devenir RHTP ne veut pas du tout entendre. Ouverte à tous, non. Ils sont habitués à la tricherie, à la facilité, au mensonge, à la manipulation. Affronter le peuple, c'est ce qu'ils ne veulent pas en ce moment. Et Ouattara le sait. En off, Ouattara dit que les Ivoiriens ne l'aiment pas, que quel que soit ce qu'il fera, les Ivoiriens ne l'aimeront pas. C'est plutôt seulement les populations donc, du Nord, une bonne partie.
Mais il sait que la majeure partie des Ivoiriens ne l'aiment pas, même ceux qui sont autour de lui. Ils sont là pour profiter donc des avantages, des délices donc du pouvoir. Et tiens, conclut. Il dit, le musulman que je suis, je partage ces paroles. On peut dire que c'est un message fort d'unité nationale, au-delà donc des régions, au-delà donc des religions, au-delà même des partis politiques. Il prend aussi donc le temps donc de dire à ceux qui veulent vraiment les Ivoiriens, ceux qui veulent vraiment aider les Ivoiriens. Il est clair, c'est que réellement les Ivoiriens veulent. Il dit donc les jeunes, du travail et la fin de la peur. Voilà ce que les jeunes veulent dans ce pays. Les jeunes veulent du travail et la fin donc de la peur. Il parle donc des femmes, l'anatomie donc la dignité donc le droit protégé donc des femmes. C'est ce qu'il a dit, c'est bien ça. Voilà, les droits protégés des femmes. Les entrepreneurs, donc un environnement donc sans corruption. Les contribuables, comme il le dit, voir donc leur impôt servir à quelque chose, seulement l'impôt qu'ils payent, que ça soit servi à quelque chose. Et ensuite, il continue encore donc les forces donc de l'ordre et les magistrats. Il dit les magistrats, voilà ce qu'ils veulent travailler en toute indépendance. Il est en train de dire que tous ces magistrats, les forces de l'ordre, ils n'ont pas le choix. Celui qui hésite, celui qui n'obéit pas sera donc renvoyé. Je ne veux pas certainement rentrer dans des détails, mais quelqu'un avec qui nous avons certainement échangé, qui a donné son point de vue sur la situation, s'est vu donc remettre une lettre de renvoi, de limogeage. Voilà dans le pays dans lequel nous sommes, où vous ne pouvez pas parler. Vous êtes obligé de dire oui. Vous êtes obligé de dire, M. Ouattara est beau. M. Ouattara est très fort. Même à 83 ans, il est encore plus solide que quelqu'un de 20 ans. C'est ce qu'ils veulent entendre. Mais dit qu'à 83 ans, comme le dit même M. Ouattara, il n'a plus la capacité. C'est lui-même qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Quand il parlait du président Bédier, il dit à 80 ans, on ne peut même plus avoir la capacité réelle de gérer un pays. Pas du tout. Il dit, moi je ne veux pas rester au pouvoir encore 90 ans comme ceux-là. Il parlait du président Rikonan Bédier. Donc réellement ce qu'il dit aujourd'hui, il vient prendre à contre-pied. Est-ce qu'on peut réellement avoir confiance au candidat donc, du RDR? Parce que sincèrement, quand je parle, cher ami, faisons la différence entre le chef de l'État, quand je parle toujours de lui, c'est avec des égards, parce qu'il est le chef d'État. Nous respectons donc la fonction qu'il occupe. Mais là, on parle du candidat du RDR devenir RHTP. Ça devient fair game. Nous parlons du candidat du RDR devenir RHTP, non le chef de l'État. Bref, il dit à tous ceux qui veulent la Côte d'Ivoire juste, ou une Côte d'Ivoire donc de mérite, c'est à ceux-là qu'il parle. Il rappelle, chers amis les gentlemen, que le PDCI-RDA porte donc un projet depuis donc 18 mois et qu'il s'est donc allié avec d'autres partis donc de la coalition CAPCI pour exiger donc un processus électoral inclusif. Il continue toujours et puis il le dit, il lance sincèrement donc un avertissement puissant, j'allais dire un avertissement aux puissances étrangères. Alors là, il n'est pas passé par le dos de la cuillère, un avertissement aux puissances de l'étranger. Il le dit, il dit, vous avez à aider à mettre ce régime en place, c'est ce que j'ai toujours dit d'ailleurs. Ne restez pas silencieux devant donc ce 4e mandat anticonstitutionnel. L'histoire vous jugera. Je ne sais pas si je peux certainement avoir un peu donc l'audio donc de ça. L'histoire vous jugera. Alors, give me just a second. Let me see if I can have it. Yeah, let me try to go to my database and see if I can have it. Voilà, je pense que nous l'avons. Hein, voilà. À la vie et à la poursuite de la Côte d'Ivoire. Voilà. Un mot à cet endroit de mon propos pour nos amis et partenaires extérieurs qui sont essentiels à la vie et à la poursuite de la Côte d'Ivoire. Le régime actuel est arrivé au pouvoir avec l'aide d'une ingérence extérieure majeure, nous le savons tous, sous l'égide de l'ONU. Sachez donc que les Ivoiriens vous tiennent, vous, à l'extérieur, vous tiennent comptable des agissements de ce régime que vous avez mis en place. Ayant contribué à le mettre en place, certains sont tentés d'évoquer le principe de non-ingérence, pour ne rien dire sur un 4e mandat anticonstitutionnel, l'élimination systématique du scrutin des leaders de l'opposition, les arrestations à motivation politique. Eh bien, cette position de prétendue non-ingérence adoptée par ceux-là même qui ont mis ce régime en place est tout simplement intenable, aussi bien sur le plan pratique
que sur le plan des principes, sur le plan moral. Si vous voulez redresser une certaine image et préserver les bonnes relations que mon pays a toujours entretenues avec vous, et que personnellement je souhaite qu'il continue d'entretenir, bien sûr, une Côte d'Ivoire ennemie de personne et amie de tout le monde, soyez du bon côté de l'histoire. Ne soutenez pas à bout de bras un régime usé, vieillissant, corrompu, sous perfusion et à court d'idées. Si vous faites le mauvais choix, ici, c'est-à-dire celui du court terme et des intérêts particuliers, le tribunal de l'histoire et les Ivoiriens vous jugeront durement. C'est le lieu et le moment de saluer tous les efforts déployés par l'ONU, la CEDEAO, l'Union européenne et beaucoup d'autres encore, qui ont dépêché des missions de bonne volonté. Alors, vous l'avez parfaitement suivi, hein, ce régime vieillissant et corrompu et usé. Et il a parfaitement raison, cher ami. Vous comprenez, donc il termine donc par, vous l'avez suivi donc tout à l'heure, hein, un appel simple, mais très puissant. Libérer donc les prisonniers politiques. C'est donc la condition pour apaiser donc le pays et éviter donc un nouveau drame. Et malgré tout, il reste optimiste, Cheikh Tidiane Amtiam. Il dit que la Côte d'Ivoire peut donc retrouver donc des élections donc libres, pacifiques, et redevenir donc un pays uni, tolérant et fraternel que nous avons tous connu, avant que M. Ouattara n'arrive donc dans ce pays. Donc, chers amis, ladies and gentlemen, ce que nous pouvons faire, donc analyse, là nous avons donc résumé un peu donc le discours donc, de M. Tidiane Amtiam. Revenons donc à l'analyse. L'analyse, chers amis. Ce discours est à la fois donc un avertissement, une main donc tendue hein, et un plan de route. Comme le dit, arrêtez donc la répression, ouvrez le dialogue, écoutez donc le peuple, redonnez donc à la Côte d'Ivoire son image de pays donc de paix. Redonnez à la Côte d'Ivoire son image de pays donc de paix avant que vous n'arriviez ici. Au moment où vous étiez donc au FMI, vous avez travaillé au FMI avec avec la nationalité voltaïque. Nous, on travaillait ici. Il y avait donc la paix. Depuis que vous êtes arrivé, il commence à y avoir beaucoup de problèmes dans ce pays. Il y avait des problèmes avant, mais votre arrivée n'a fait que, voilà, empirer donc le problème. Donc, on voyait donc le ton et donc et l'intention de son discours est un discours, j'allais dire, d'Arlette. Il ne cherche pas donc à célébrer donc la fête de l'indépendance, cher ami, hein, de manière protocolaire, mais à sonner donc l'alarme. Il explique qu'au vu donc de la gravité donc de la situation à 3 mois d'élection, il ne sert à rien de se contenter donc des louanges, donc des bilans. Malgré ça, la Côte d'Ivoire brûle. Pour lui, il faut donc agir maintenant. Maintenant, now. We don't have the time. It's about time to do something now. Il parle aussi de l'héritage dont le président Houphouët comme repère. Rappelez-vous, la Côte d'Ivoire a longtemps été donc connue comme un pays de dialogue sous le président Houphouët-Boigny, en évoquant donc son style et ses principes, patience, humilité, recherche de consensus, surtout le dialogue. Il fait donc un contraste implicite, j'allais dire, avec la situation donc actuelle marquée par donc l'arrogance et la violence politique. L'objectif ici est clair, rappeler donc le modèle ivoirien de gestion pacifique et donc des conflits et montrer hein, que donc nous sommes tellement très éloignés. Nous ne sommes pas donc éloignés. C'est aussi clair. Nous sommes dans une situation assez critique, ladies and gentlemen. We have to do something about it. Un troisième point, donc, si vous voulez, donc, de l'analyse que nous pouvons faire hein, du discours de M. Thiam, c'est la dénonciation donc, des dérives actuelles. Il dénonce certainement donc l'exclusion, chers amis, donc, des candidats. Les arrestations, chers amis, arbitraires. L'intimidation donc politique. Le repli donc identitaire. Et il rappelle donc directement à ceux qui sont responsables avec donc avec tout ce qui se passe. Il rappelle, il leur dit ceci: arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ce message est fort car il parle directement aux auteurs donc de ces pratiques et donne une voix donc aux Ivoiriens qui souffrent en silence. Il ne parle pas
Il souffre en silence. Il se dit à quand? Qui viendra certainement nous libérer? Est-ce que M. Ouattara comprendra cela? Il écoutera tous les Ivoiriens et non les laudateurs autour de lui. Son cercle donc de profiteurs qui sont là, qui veulent qui ont mangé, qui mangent et qui ne veulent pas du tout partir. Ils sont gros pendant que la population maigrit. L'appui donc des Occidentaux, des religieux, M. Thiam est revenu sur ça. Ici, donc, la conférence épiscopale donc, de la fédération évangélique qui demande, chers amis, des élections donc inclusives, le respect donc du droit et le rejet donc des discours haineux, le dialogue entre donc les leaders. Il montre aussi à l'unité spirituelle en ajoutant que lui-même musulman, il partage donc ses valeurs chrétiennes, ce qui veut dire que les musulmans partagent cela. Ce qui est donc à créer une légitimité morale au discours en montrant que le message donc de paix et d'exclusion vient donc de plusieurs voix donc respectées et transconfessionnelles. C'est aussi clair dans une telle situation. Alors le 5e point de cette analyse, c'est donc l'écoute de l'aspiration donc des Ivoiriens. Il décline donc la catégorie par catégorie ce que les Ivoiriens réellement veulent. Pour lui, les jeunes de Côte d'Ivoire, avec qui il a certainement pratiqué ce que nous voyons, les jeunes veulent donc l'emploi, ça tout le monde le sait. Ils veulent la liberté d'expression, ils veulent entrer, alors une petite minute, ils veulent pouvoir entreprendre et surtout avoir des financements à leurs projets sans... alors, une petite minute, le gentleman. Nope, ok, non. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, les gentlemen. Voilà. Alors, parce que, bon, nous sommes quand même tous en problème. Voilà, comme il dit donc les jeunes, ce qu'ils demandent, c'est donc l'emploi, la liberté d'expression. Ils veulent avoir donc des systèmes qui peut certainement les encourager à entreprendre, à réfléchir, à investir. Un système qui pourra certainement réellement les encadrer. Vous comprenez? Parce que c'est ce qu'il faut. Si vous allez aujourd'hui au Rwanda, j'ai pu certainement assister à plusieurs réunions au niveau du Rwanda avec l'ambassadeur du Rwanda, avec les forums et les forats qui sont donc organisés. C'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, vous allez au Rwanda, le système que les gens mettent en place aujourd'hui, ça permet donc aux jeunes de prospérer. Quand vous allez aujourd'hui au Rwanda, la majeure partie de toutes les grandes entreprises, ce sont donc des jeunes qui ont été bien formés, qui viennent donc à Harvard, MIT, Polytechnique, qui sont